écoutez Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Histoire et bande dessinée. On le sait, c'est un couple très lié depuis des décennies. On a eu l'occasion d'en parler dans le podcast à travers la série Histoire de Tintin, mais aussi l'entretien avec les auteurs de l'histoire dessinée de la France pour les volumes sur le Moyen-Âge, des émissions que vous retrouvez sur le site paroledhistoire.fr. Aujourd'hui et demain, ce sont deux émissions spéciales qui explorent les rapports entre histoire et BD. Elles ont été enregistrées le 7 octobre dernier à Paris à la Conciergerie, qui fut notamment l'ancienne prison de Marie-Antoinette, dans le cadre d'une rencontre enseignant organisée par le service éducatif et culturel de la Conciergerie Sainte-Chapelle. Un grand merci à Cécile Rive et Frédéric Usan pour leur invitation et la possibilité de diffuser ces discussions. On le fait en deux parties. Dans l'épisode 159, aujourd'hui, on va écouter la conférence de Paul Choplin, maître de conférence à Lyon 3, spécialiste de la Révolution française, mais aussi historien de ses représentations et de la bande dessinée, pour une présentation générale de ce thème. Une conférence appuyée sur un diaporama et une bibliographie que vous retrouvez également sur le site. Dans la seconde partie, l'épisode 160, diffusé demain, vous entendrez la discussion avec les auteurs Florent Groisel et Youn Locard, qui ont coécrit la série Révolution parue chez Actes Sud, Fauve d'Or 2019 du Festival d'Angoulême. Tout de suite, Paul Choplin. Mon propos va être divisé en 3 points, le fameux plan en 3 parties, cher aux historiens. Et je vais commencer par une longue première partie. N'ayez pas peur, quand le temps va s'écouler, les 2 dernières parties seront beaucoup plus courtes. La première partie est ambitieuse. Je vais vous présenter à grands traits ce qu'est la BD historique, et donc interroger ce genre, donc genèse, essor et perspective actuelle d'un genre indéfinissable. Parce que je vais arriver au bout de ma démonstration et je vais vous expliquer que définir ce qu'est une bande dessinée historique, c'est un petit peu compliqué. Alors, d'abord, le mot bande dessinée historique, BD historique pour aller plus vite, c'est un terme récent. On va voir qui est apparu à la fin des années 70. Je vais d'abord parler d'histoire en BD. Quand est-ce que la BD commence à parler d'histoire ? Sur l'apparition de la BD, je ne me lance pas dans le débat. Est-ce que ça commence avec les grosses préhistoriques ou Topfer et ses dessins dans les années 1850 ? On va dire que je parle de la BD moderne, contemporaine, qui est celle qui est diffusée massivement par le biais d'illustrés, de revues, de journaux, puis après d'albums. Et donc l'histoire en BD, au début, c'est une histoire qui, c'est un genre qui apparaît dans les illustrés pour la jeunesse du début du XXe siècle. Alors je vais parler essentiellement, vous allez le voir, du cadre franco-belge. Il y aura quelques allusions à d'autres aires géographiques, notamment au manga, mais ce sera vraiment de façon très brève. Je vais surtout parler du domaine franco-belge, qu'on connaît le mieux, et pour le reste, il y a encore beaucoup à faire. Donc, dans les revues de jeunesse du début du XXe siècle, comme ici, vous avez la revue Belles Images, créée en 1904, avec une série très célèbre qui s'appelle l'Histoire de France par l'image, d'un dessinateur de grand talent qui s'appelle Georges Omry, qui a eu une grande influence, notamment en partie sur Hergé. Et donc, vous avez l'exemple de ces petites vignettes. Alors, on n'a pas encore de bulles, de phylactères, mais cette histoire de France qui est très marquée par l'histoire scolaire de la Troisième République, avec ses grands personnages, sa morale, et surtout sa téléologie républicaine, donc incarnée par les manuels Lavis, donc vous connaissez tous. Ici, je vous ai mis en regard donc les illustrations du manuel Lavis, et donc vous avez ce type de vignettes qu'on retrouve dans ces petites histoires. On les retrouve également dans les revues pour jeunes filles, comme la Semaine de Suzette, ici, créée en 1905. Donc ici, vous avez une petite histoire anecdotique autour de Marie-Antoinette. Et donc l'histoire en BD sert aussi à promouvoir des modèles de vertu féminine quand elle n'est pas prétexte à des petites scènes de morale. Dans l'entre-deux-guerres, les éditeurs catholiques, belges pour l'essentiel, avec le soutien du clergé, ont compris tout l'intérêt pastoral de ce médium. On pense par exemple au Petit 20e, dans les colonnes duquel Hergé crée Tintin. Et donc ces éditeurs se lancent dans la production de récits dessinés en vignettes, des récits de la Bible pour l'essentiel. Puis, dans les illustrés jeunesse avec de la bande dessinée, vont apparaître les premières bandes dessinées historiques hagiographiques qui font l'éloge donc de saints ou de saintes, fondateurs ou fondatrices de congrégations.
Et donc, une étape importante est marquée avec la parution dans le journal de Spirou de la biographie de Don Bosco, qui était un prêtre italien, un prêtre éducateur italien du début du XIXe siècle. Donc, c'est 1941, la date de parution de cette bande dessinée. Et c'est le point de départ, c'est énorme succès. Énorme succès ce Don Bosco, il va être réédité très rapidement en album, et c'est le point de départ d'une abondante production de BD hagiographiques consacrée donc à ces figures de l'histoire de l'Église. Et donc vous avez des éditeurs catholiques qui vont se spécialiser. Donc vous avez la revue Cœur Vaillant, fondée par l'abbé Courtois. Vous allez avoir de nombreuses allusions à des personnages de l'histoire de l'Europe occidentale, mais une Europe occidentale très chrétienne. Hein, vous voyez, comme ce personnage qui défend vous voyez, le chapelet à la main à la porte d'une église. Et puis des éditeurs catholiques et qui éditent des petites bandes dessinées donc consacrées à des figures comme Jeanne d'Arc ou ici Saint Jean-Baptiste de La Salle. Il y en a énormément dans les années 1950. Les années 50 voient également le nombre d'illustrés jeunesse se multiplier en Europe de l'Ouest, dans les Amériques et en Asie. Ces illustrés sont très genrés, avec des histoires pour les filles, des histoires pour les garçons, avec deux genres qui dominent, la BD humoristique et la BD d'aventure, avec un peu de romantisme en plus dans les BD destinées aux jeunes filles. Parmi les BD d'aventure, beaucoup se déroulent dans un passé clairement identifiable. Ce ne sont pas pour autant des BD historiques, parce qu'elles font partie de l'éventail des BD d'aventure. Le passé est un cadre exotique, dépaysant, parmi d'autres, comme les mondes imaginaires de la fantasy ou de la science-fiction. Ce qui donne parfois lieu, entre parenthèses, à des rencontres étonnantes, pas mal d'anachronismes. Les auteurs jouent sur les stéréotypes et surtout s'inspirent beaucoup du cinéma. Quand on voit par exemple, je sais pas, quand ici Jacques Martin dessine Alix, il reprend pour l'essentiel les codes du péplum. C'est pas l'histoire l'histoire antique telle qu'elle est enseignée à l'époque à l'université. Quand Hugo Pratt dessine le sergent Kirk dans la revue Mystérix en 1952, donc qui évoque l'Ouest, le Far West, il pense au western. Et évidemment, il reprend les codes du western. Ce qui n'empêche pas certains auteurs de commencer à se documenter très précisément grâce à la multiplication, à la même époque, on est toujours dans les années 50, la multiplication des revues de vulgarisation scientifique et historique illustrées. Je reprends l'exemple d'Hugo Pratt, qui est bien connu. Hugo Pratt, c'est quelqu'un qui va accumuler les lectures, qui va s'abonner à des revues et qui va puiser à pleine main dans ces revues pour nourrir son œuvre de détails. Donc alors il y a bien les uniformes, mais aussi des détails méconnus de la guerre, par exemple la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale, qui vont faire son succès auprès du lectorat adulte. L'évolution suivante, c'est les années 60-70. Où l'édition accompagne l'évolution du lectorat. Alors les enfants sont devenus grands, ils sont devenus adultes, et alors il y a ceux à qui on dit c'est pas bien, il faut s'arrêter de lire des BD, donc par conformisme social ou pour des raisons personnelles vont cesser de lire des BD, puis il y a toujours ceux qui veulent leurs BD, mais des BD adultes. Les années 70 vont voir fleurir les petits formats adultes. Donc ça, c'est un support qui est extrêmement important en termes de diffusion, multiples petits éditeurs. C'est encore très mal connu. Il y a un véritable continent, des collectionneurs qui ont commencé à faire des bases de données très intéressantes. Et donc des petits formats adultes qui publient aussi des petits des histoires, des récits donc sur fond de période du passé. Mais là, c'est encore un cadre exotique, voire racoleur. C'est toujours sur fond, vous voyez, de Troisième Reich, de Seconde Guerre mondiale, quand on n'a pas aussi l'apparition des bandes dessinées érotiques. Ici, un Gutenberg un petit peu, on imagine, qui est un petit peu particulier. Les années... donc ça, c'est une production bien à part, qui est complètement qui s'inspire là encore beaucoup du cinéma et qui s'intéresse assez peu en fait à l'histoire documentée. La BD historique ne dit pas encore son nom, mais elle commence à poindre le bout de son nez en tant que BD documentaire, BD pédagogique, avec l'apparition d'une série dont vous avez certainement entendu parler en 1951 dans le journal Spirou. Ce sont les belles histoires de l'oncle Paul, scénarisées par Jean-Michel Charlier.
C'est l'époque où l'éditeur Dupuis commence à s'affranchir du cadre catholique et ne met plus seulement en avant des figures religieuses, il y en a toujours, mais aussi de grandes figures laïques. Et il aborde, les récits qui sont publiés dans Spirou abordent des événements historiques sans rapport direct avec le christianisme. Et la BD devient dès lors un médium incontournable pour transmettre des connaissances historiques à destination d'un jeune public. Et donc, les belles histoires de l'Oncle Paul, c'est vraiment ce qui va lancer, dans le domaine franco-belge, la bande dessinée historique pédagogique, donc des histoires qui vont être publiées en album, dans une série qui s'appelle l'histoire en bande dessinée. Et donc l'histoire en BD, peu à peu, devient un véritable marché. L'argument de vente est simple, c'est une BD utile qui permet de s'instruire tout en s'amusant. C'est le début de la grande vogue des BD historiques pédagogiques, avec, dans les années 70, l'exemple emblématique, là aussi vous connaissez certainement, il a été réédité en 2008, enfin la fin des années 2000 par le journal Le Monde, c'est l'histoire de France en BD, des éditions Larousse, donc qui commence à paraître en fascicule en 1976. Et devant le succès commercial de ce produit, la gamme sera élargie. Vous aurez la découverte du monde en bande dessinée, l'histoire du Far West en BD, les grandes batailles de l'histoire en BD, etc. Et d'innombrables déclinaisons régionales. C'est-à-dire que la seconde vague, fin des années 70 et pendant toutes les années 80, chaque région va éditer, soit avec le soutien des pouvoirs publics, soit des initiatives privées, donc des histoires de régions en BD. C'est un phénomène qu'on trouve à la même époque dans d'autres pays. La chronologie est similaire. Par exemple, en Italie, vous avez l'histoire d'Italie en BD qui commence à paraître en 1978, et vous avez la même chose, par exemple, au Japon, avec ces histoires du Japon en BD, notamment celle qui a marqué les petits Japonais, c'est l'histoire du Japon de Shotaro Ishinomori. En France, la BD historique en tant que genre à part entière, est inventé à la fin des années 70 par un éditeur grenoblois qui s'appelle Jacques Glénat. C'est un des géants de l'édition BD actuelle en France. Alors ça, c'est une image que j'ai prise sur son site. Donc il revendique la paternité de cette invention, mais avec une date très précise, 1979, naissance de la BD historique. Bien sûr, c'est une opération un petit peu de marketing derrière, de valorisation de l'éditeur, mais il a pas totalement tort. Jacques Glénat, c'est quelqu'un qui est depuis tout jeune passionné par la BD, qui va créer sa propre maison d'édition à 20 ans, en 1972. Donc il publie des auteurs qui lui plaisent. Il n'a pas un goût spécifique pour la BD historique. Le déclic, c'est la rencontre avec un jeune auteur qui s'appelle François Bourgeon. François Bourgeon, c'est un dessinateur qui s'est rapidement spécialisé dans la BD historique dans le cadre justement de la BD catholique. Il travaille pour l'éditeur Fleurus, donc avec une prédilection pour le Moyen-Âge. Il a déjà publié une série, Brunel et Colin, dans la revue Jean. C'est une revue plutôt pour jeunes filles éditée par Fleurus. Et il a publié un premier album, sur les bâtisseurs de cathédrales dans une collection de BD catholiques de Fleurus. Et cet album révèle un talent. Vous avez ici une case de cet album sur les bâtisseurs de la cathédrale. Bourgeon, c'est un maniaque du détail. C'est quelqu'un qui renverse un petit peu les perspectives habituelles et qui donne à voir un univers extrêmement riche. Et Jacques Glénat va comprendre l'intérêt de travailler avec cet auteur. Glénat vient de lancer un magazine qui s'appelle le magazine Circus, donc en 1975, et il cherche des nouveaux talents. Et Bourgeon va lui proposer donc de publier dans cette revue une série qui se passe au XVIIIe siècle, dans l'Atlantique du XVIIIe siècle, sur fond de traite esclavagiste. C'est ainsi que naît la série Les Passagers du Vent, qui fait son apparition dans la revue Circus en 1979. Énorme succès. L'album sort l'année suivante, 1980, et reçoit le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Jacques Glénat a tout de suite compris qu'il tenait là un filon éditorial, qu'il va exploiter intelligemment. Jacques Glénat, c'est pas un vendeur de BD, c'est avant tout un amoureux du 9e art, quelqu'un qui a un goût, qui est capable de repérer de nouveaux talents et de répondre aussi à la demande d'un public de plus en plus exigeant. L'autre rencontre décisive, c'est celle avec André Julliard.
Donc Glénat va faire travailler Julliard d'abord en association avec Jacques Martin dans une série sur fond de Révolution française, enfin d'ascension du général Bonaparte, la série Arnaud, et puis surtout une série que André Julliard va dessiner sur un scénario de Patrick Cothias, Les 7 vies de l'épervier. Série qui va devenir là aussi un énorme succès et un emblème de la maison d'édition Glénat. Et donc la BD historique, ça va devenir l'un des créneaux de l'éditeur Jacques Glénat. Il va en faire sa spécialité, il va éditer une revue dédiée, c'est lui qui va populariser, donc j'y viens, le terme de BD historique. Donc dans sa revue qui s'appelle Vécu, qui est créée en 1985, une collection Vécu qui est créée en 1985, et une revue de prépublication qui a le même nom, donc Vécu, qui va paraître jusqu'en 2004. Donc cette collection Glénat d'histoire, vous la connaissez tous. C'est cette couverture, elle va acquérir cette maquette à la fin des années 80, et elle est facilement repérable. C'est une production phare des années 90. Elle est aujourd'hui en demi-sommeil, mais elle vit toujours. Le tome 21 d'une des grandes séries de cet éditeur, Les Pionniers du Nouveau Monde, par exemple, est sorti cette année. Et donc les autres éditeurs vont se mettre eux aussi sur ce créneau. Et donc la BD historique va devenir comme ça un genre à part entière. Alors, donc Jacques Glénat invente la BD historique. Alors comment on peut définir la BD historique ? Alors le problème, c'est que c'est très compliqué, parce qu'il n'y a pas de cahier des charges. Qu'est-ce qui fait la BD historique ? On ne peut pas donner une liste de critères. Il en résulte un certain flou qui pose des problèmes d'interprétation que je vais vous présenter rapidement. D'abord, il est difficile de constituer un corpus de BD historique. Je vais vous donner un exemple. Je vais passer assez vite. C'est les rapports annuels de l'association des critiques de bande dessinée. Donc qui est une association professionnelle qui était présidée par Gilles Ratier. Et donc Gilles Ratier a publié pendant un peu plus de 15 ans, donc de 2000 à 2016, un rapport annuel qui était scruté par les professionnels, par les auteurs, par les amateurs, sur la production francophone annuelle. C'est-à-dire que c'est un travail de titan. Il recensait tous les titres qui paraissaient chaque année, et pour que tout cela soit lisible, il essayait de faire des catégories. D'accord. Donc voilà, vous avez le dernier rapport est de 2016, donc voilà le schéma qu'il a publié en 2016, le graphique qu'il a publié en 2016, qui permet de voir la croissance continue de la production de bandes dessinées. Donc vous voyez, en 2000 paraissaient en France 1250 nouveaux albums, et donc à la fin de la période, on approche des 4000 par an. Donc c'est énorme. Et donc dans ces rapports, Gilles Ratier a constaté l'importance de la BD historique, et donc il a essayé de les recenser. Donc pour lui, c'est un des 6 grands genres de la BD, avec l'imaginaire, l'humour, le policier, l'érotisme et la BD pour enfants. C'est les catégories qu'il a créées. Alors au début, il parle de genre. Alors ça aussi, c'est intéressant, parce que quel terme utiliser ? Est-ce que c'est un genre ? Donc, Gilles Ratier parle de genre de la BD historique, mais à partir de 2004, il parle plutôt de catégories. Donc des catégories, et puis finalement, il va revenir au genre. Il y a une espèce de flou, parce qu'il va s'apercevoir qu'il y a aussi ces 4 catégories qui émergent petit à petit. Donc sur le type de support, il va distinguer la BD franco-belge, le manga, le comics, donc anglais, américain, et le roman graphique, qui pose problème parce qu'en fait c'est un argument commercial pour les éditeurs, pour vendre de la bande dessinée à un public censé avoir un capital socio-culturel plus élevé et qui ne veut pas s'abaisser à lire de la BD, mais qui accepte de lire du roman graphique. La différence entre le roman graphique et la BD, c'est purement fictif. Donc, mais il part des catalogues d'éditeurs, et il se cale en fait un petit peu sur ce que disent les éditeurs. Alors qu'est-ce que c'est que la BD historique ? Très rapidement, Gilles Ratier, il a beaucoup de mal à cataloguer, à recenser ces BD historiques, parce que il va mettre le western
et les BD pirates dans la BD historique, mais quand vont arriver des genres un petit peu hybrides, comme l'Uchronie, c'est-à-dire c'est l'histoire alternative, est-ce que c'est de la science-fiction, est-ce que c'est de l'histoire, c'est pas arrivé, mais en même temps c'est une réflexion historique, et puis il va y avoir des entre-deux, notamment les témoignages autobiographiques, qui ont une part d'histoire aussi, j'y reviendrai, et donc cette entreprise, elle va rapidement atteindre ses limites. Alors les historiens, est-ce que les historiens peuvent arriver à la rescousse et dire ça c'est de la BD historique, ça c'est pas de la BD historique? Ben là encore c'est compliqué. Pascal Horry, qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur la BD historique, qui est un des meilleurs spécialistes du sujet, Pascal Horry, a essayé de distinguer la BD historique de la BD historienne. La BD historique, c'est celle qui traite d'une période du passé uniquement comme un arrière-plan, comme prétexte à des aventures. La bande dessinée historienne, c'est celle qui s'appuie sur des savoirs académiques et qui est engagée dans une démarche réflexive sur le rapport entre histoire et image. Donc la BD historienne, vous voyez, ce serait plutôt une BD savante face à une BD historique qui serait de pur divertissement. Mais là encore, et Pascal Horry en est vite convenu lui-même, cette distinction est inopérante. Où commence le divertissement et le sérieux, on est bien en mal de le dire. Je vous donne un exemple célèbre, Astérix. Astérix, est-ce que c'est de la BD historique ou c'est pas de la BD historique? Longtemps, on l'a pas classé comme de la BD historique parce que c'était pas sérieux. On prenait l'histoire en rigolant, c'était de la BD humoristique. Or, c'est quand même une histoire qui nous parle du passé, un peu de l'Antiquité, mais beaucoup du XXe siècle. Donc, pour beaucoup d'historiens qui travaillent sur la bande dessinée, Astérix, c'est incontestablement une BD qui nous parle d'histoire. La BD érotique. Là aussi, c'est un genre à part entière, qu'on a strictement cloisonné pour diverses raisons. Et or, il y a des BD érotiques qui parlent d'histoire. Est-ce qu'il faut les exclure, donc qui mettent en scène de façon fantasmatique, plus ou moins documentée sur l'arrière-plan, des personnages du passé qui ont réellement existé. Ça nous parle d'histoire aussi, et il faut se pencher sur cette production. Que dire des histoires alternatives? Je pense au genre très en vogue, par exemple, du steampunk. Donc c'est de l'Uchronie. On imagine que la révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, basée sur l'électricité, n'a pas eu lieu et c'est l'énergie vapeur qui a triomphé et l'histoire du monde en a été changée. Donc on brode là-dessus, mais souvent ces auteurs font référence à des épisodes historiques et jouent avec l'histoire et engagent une réflexion sur l'histoire. C'est aussi intéressant. Que faire aussi du genre de la BD animalière? Ça a été là aussi un genre à part, c'est quand les personnages ne sont pas des êtres humains mais des animaux. Or, une BD avec des personnages animaux peut nous parler d'histoire et de choses bien réelles. Je pense par exemple à la série Black Sad. Donc, vous voyez, c'est extrêmement compliqué de définir la BD historique. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de genre cloisonné, il y a beaucoup d'hybridation. Et les historiens qui travaillent sur la BD qui parle d'histoire, s'intéressent à toutes les formes d'expression, qu'elles soient savantes, fantaisistes, ou qu'elles mélangent un petit peu des deux. Alors, le panorama actuel de la bande dessinée historique, je vais garder l'usage du mot dans un sens extrêmement large, c'est-à-dire toutes les BD qui parlent du passé. D'accord, c'est pour la définition que j'en donne de la BD historique. En fait, on l'a vu avec les graphiques de Jules Ratier, c'est un des plus gros segments, c'est le deuxième après la BD d'humour. Vous allez dans les librairies, vous voyez dans les grandes librairies, vous voyez que le rayon BD historique c'est une part extrêmement importante. Se pose toujours la question, et ça on voit bien que dans les esprits, chez les éditeurs, mais aussi chez les libraires, les aventures de pirates et la BD western, c'est un genre à part. On remarque qu'ils sont classés à part de la BD historique. Alors, la BD historique, qu'est-ce qu'on a? On a toujours de la BD de divertissement. On a de plus en plus, depuis les années 80, et notamment le succès du Maus de Spiegelman, vous avez de la BD autobiographique, mais qui nous parle d'histoire. Donc des auteurs qui parlent souvent de leur enfance ou de leur famille, dans une perspective un petit peu généalogique. Ça a donné des grands succès, je pense à Marianne Satrapi ou à Riyad Satouf. Il y en a beaucoup d'autres, je ne vais pas les passer en détail. Vous avez aussi beaucoup de bandes dessinées qui sont publiées à l'occasion de commémorations.
Je pense par exemple, je donne l'exemple, hein, c'était de la décennie de 2010, les commémorations de la guerre de 14, du centenaire de la guerre de 14 ont donné lieu à énormément de productions sur cette période de l'histoire. Et vous avez aussi, en tendance actuelle dans la BD historique, beaucoup de BD militantes, qui veulent réévaluer des figures de l'histoire qui ont été un petit peu oubliées, révéler ou réhabiliter ou mettre en lumière des luttes. Beaucoup de BD historiques parlent de l'histoire des femmes, des causes féministes. Vous avez aussi des BD plus militantes qui parlent des luttes sociales, des conflits sociaux dans l'histoire. Là aussi, c'est devenu quasiment un genre à part entière. Et puis, vous avez aussi des genres qui se maintiennent, qu'on oublie un petit peu souvent dans les synthèses sur le sujet. Mais par exemple, la bande dessinée catholique, très fort, déjà très précoce, reste extrêmement importante. Vous allez dans des librairies, elles sont moins visibles dans les librairies grand public, mais si vous allez dans les librairies catholiques ou des librairies religieuses, le rayon BD est extrêmement important et il prend toujours plus de place. Donc on voit bien qu'il y a il y a une production qui est en train donc d'augmenter, mais aussi de se segmenter. On peut citer aussi la BD dite technique. Donc c'est la BD niche pour des fans, par exemple les fans d'aviation qui ont leur BD ou les fans d'histoire navale. Et puis l'Uchronie, bien sûr. Ce qui m'amène à ma deuxième partie sur les historiens et la bande dessinée. Donc comment les historiens envisagent cette production. Alors les historiens et les historiennes sont souvent des lecteurs de bande dessinée. Mais ils n'en parlent pas. Alors ils l'ont été dans leur jeunesse, ils peuvent toujours l'être, mais il y a souvent eu un cloisonnement entre les deux pratiques. La BD, ce n'est pas sérieux. Mais à partir des années 70, vous avez quand même des chercheurs en sciences humaines qui se penchent sur la BD et explorent la BD comme moyen, comme médium pour diffuser un savoir scientifique. Il y a une tentative qui est marquante, c'est la thèse de Serge Tisseron, qui est soutenue donc à l'université Claude Bernard Lyon 1. Donc c'est une thèse de médecine en histoire de la psychiatrie, donc c'est de l'histoire de la médecine, qu'il va publier sous la forme d'une BD qu'il va dessiner lui-même et compléter d'un discours de la méthode sur cette nouvelle forme d'expression du discours savant. C'est très intéressant ce qu'il dit. Alors, il va être considéré comme un marginal à l'époque. C'est une initiative qui va rester isolée. Mais en fait, la thèse de Serge Tisseron, elle pose les cadres de la BD savante, académique, qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait expliquer des phénomènes de société par des schémas. Et si on peut le faire par des schémas, pourquoi pas par des dessins et un art séquentiel. Les historiens s'intéressent aussi à la BD dans les années 70, avant tout comme objet de transmission d'un savoir auprès de la jeunesse, d'un savoir savant auprès de la jeunesse, c'est la BD pédagogique. Et il est intéressant aussi de noter que des universitaires vont commencer à travailler avec des dessinateurs et des éditeurs dès la fin des années 70. Un exemple lyonnais, 1978, une histoire du Lyon antique de Luc Dunhomme, qui est scénarisée par un archéologue de l'université de Lyon. Donc c'est édité par Horvat avec le soutien donc du CRDP de Lyon. Au même moment, on étudie aussi la BD. Vous avez des colloques, des journées d'études qui sont consacrées à la BD comme outil pédagogique, avec notamment ce colloque de la Roque d'Enterron qui a eu lieu en 1979, Histoire et bande dessinée. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est la bande dessinée est traitée uniquement comme objet éducatif. C'est toujours le prisme de la transmission de connaissances dans le cadre scolaire qui conduit à cette lecture de l'histoire dans la bande dessinée. Les contacts vont un petit peu s'espacer dans les années 80. On voit que c'est l'époque aussi où Glénat prend de l'importance avec sa collection vécue. Et alors c'est une question qui mérite d'être creusée, mais il y a aussi une prise peut-être de distance de certains historiens avec ce médium. Mais les années 90-2000 voient aussi des historiens de formation, c'est-à-dire des étudiants qui parfois sont à un niveau de thèse, qui vont se lancer dans des scénarios de bande dessinée. Vous avez des scénaristes qui ont une formation d'historien, qui se lancent dans l'aventure.
Et donc apparaissent dans les années 90 des figures, la plus connue, il nous a quitté il y a quelques années, c'est Franck Giroux, qui a été un des grands scénaristes de BD des années 90-2000, qui interroge les questions d'histoire et de mémoire. Mais vous avez aussi la figure de Valérie Mangin, qui est une ancienne élève de l'École des Chartes, qui a fait une thèse de l'École des Chartes, et qui est aujourd'hui une des grandes scénaristes françaises, ou Marie Gloris, qui a une formation d'historienne, et qui fait aussi partie des grandes scénaristes de BD historiques actuelles. Et donc ces scénaristes qui ont une formation d'historien, d'historienne, introduisent une partie de ce savoir et des méthodes, mais aussi des interrogations historiographiques dans leurs albums. Et donc c'est aussi très important. Je pense, par exemple, si vous ne connaissez pas, je vous recommande la lecture de Trois Christ, une BD scénarisée par Valérie Mangin, qui est autour de la question du suaire, d'un des nombreux suaires, l'un seul du Christ, apparu au Moyen-Âge. Et donc vous avez 3 histoires qui racontent, un petit peu comme dans le Rashomon de Kurosawa, 3 points de vue très différents sur la même histoire, et ça permet de réfléchir sur le sens qu'on donne finalement à un objet, les fantasmes auxquels on peut l'associer. Dans les années 2010, les historiens se penchent de plus en plus sur les représentations postérieures de leur période d'études, comme je le fais, c'est-à-dire qu'on interroge la construction, les constructions mémorielles, on interroge aussi les systèmes de représentation. Et donc dans les années 2010, on va voir de plus en plus de rencontres, de journées d'études, de colloques portant sur telle ou telle période de l'histoire dans la bande dessinée. Donc l'Antiquité, le Moyen-Âge, le siècle des Lumières, pour vous donner quelques exemples. Mais bien sûr, c'est surtout la période contemporaine qui retient le plus l'attention. On a énormément de publications dans les années 2010 sur le traitement du XXe siècle dans la bande dessinée. Au même moment, les éditeurs comprennent ce regain d'intérêt des universitaires sur la BD historique. C'est l'époque aussi, les années 2010, où on va voir fleurir dans les BD historiques des préfaces ou des postfaces d'historiens ou d'historiennes. On va voir aussi apparaître des dossiers documentaires rédigés. Alors ça peut être par un historien, ça peut être aussi par un journaliste qui va un petit peu contextualiser la BD, et on va voir apparaître en fin de BD, alors ça, on le voit dès la fin des années 80, c'est pas propre mais dans les années 2010, c'est assez courant de voir apparaître, par exemple, des bibliographies pour aller plus loin. Et donc, vous avez à la fin de l'album une bibliographie, alors plus ou moins sérieuse, mais qui permet d'approfondir la lecture. C'est un processus de légitimation donc de la bande dessinée historique. Vous voyez, vous faites plaisir, c'est une lecture d'agrément, mais vous apprenez des choses, et c'est peut-être un point d'entrée vers un élargissement de vos connaissances sur une période. L'intérêt pour la bande dessinée comme moyen d'expression académique alternatif connaît aussi un regain d'intérêt dans les années 2010. C'est-à-dire que les expérimentations des années 70, dont j'ai parlé tout à l'heure, celles de Tisseron, celles de la bande dessinée comme l'histoire du lion antique, donc vous allez avoir des universitaires qui vont commencer à se rapprocher d'éditeurs ou qui vont être contactés. Souvent c'est, d'après que j'ai pu en savoir en parlant avec des collègues, souvent ce sont les éditeurs qui viennent démarcher des universitaires en leur demandant est-ce que vous voudriez pas collaborer avec nous. Là aussi, c'est une volonté de légitimer le savoir. Et donc, on va voir apparaître dans les années 2010 des séries dessinées, de bandes dessinées historiques, scénarisées ou validées scientifiquement par des historiens. C'est le cas, par exemple, de l'histoire dessinée de la France, une collection qui est dirigée par Sylvain Vénère, donc aux éditions La Découverte, où vous avez un historien ou une historienne universitaire qui est scénariste à part entière de la bande dessinée. Chez Glénat, l'éditeur Glénat va s'associer avec Fayard et donc va proposer des versions en bande dessinée de ses biographies. Et donc l'auteur, l'historien ou l'historienne auteur de la biographie Fayard va être le conseiller scientifique de l'adaptation en bande dessinée. Alors ces pratiques, donc ces collections ont un succès indéniable, mais c'est aussi une pratique qui atteint très rapidement ses limites parce qu'on reste dans un cadre très figé, imposé par l'éditeur. Là aussi, ces collections, comme l'histoire dessinée de la France ou les biographies, à mon sens, n'exploitent pas assez les possibilités du médium qui est la bande dessinée, qui n'est pas adapté à faire des grands panoramas.
Parce que le problème, quand on fait des grands panoramas, c'est qu'on a tendance à avoir des successions de petites vignettes isolées ou des petites scénettes qui se rajoutent les unes aux autres. Et c'est pas des œuvres qui ont une grande fluidité, qui offrent une grande fluidité de lecture. Je pense que l'avenir est davantage vers des histoires beaucoup plus resserrées autour de personnages inscrits dans un temps court, autour d'un événement. Et ça, c'est aujourd'hui là où il y a les plus grands renouvellements. Ce qu'il faut noter aussi, ça c'est très neuf, c'est l'adaptation d'ouvrages scientifiques en bande dessinée. Les adaptations de romans, ça c'est ultra classique, ça existe depuis les débuts quasiment de la bande dessinée. Les ouvrages scientifiques, c'est plus rare, et vous avez, par exemple, alors ça concerne pour le moment essentiellement l'histoire contemporaine, mais vous avez par exemple la biographie de Violette Maurice, écrite par Marie-Jo Bonnet, qui a été adaptée notamment par Chris, qui est édité chez Futuropolis, ou le célèbre livre de Fabrice Virgili et Daniel Waldman, La garçonne et l'assassin, qui a été adapté par Chloé Cruchaudet dans sa bande dessinée Mauvais genre, qui a été un très grand succès, preuve que l'exercice marche dans ces cas assez précis. Je vais maintenant arriver à mon troisième point, une étude un petit peu de cas pour réfléchir sur les marques de fabrique de la bande dessinée, la réalisation de la bande dessinée historique. Je vous parlais du décor. À quoi on reconnaît à première vue une bande dessinée historique? C'est qu'elle va nous parler du passé. Très souvent, c'est quand on va voir la couverture. Et qu'est-ce qui va nous frapper sur la couverture? C'est un costume, souvent, et un décor ou un accessoire qui va nous ramener dans le passé. D'accord? Et donc je vais interroger un petit peu cette question du décor pour explorer les différentes façons de faire de la bande dessinée historique, de travailler l'histoire, comment les auteurs se documentent et quels sont aussi leurs choix graphiques. Et ça, je pense que c'est aussi très intéressant à travailler avec des élèves. La bande dessinée historique plante le décor, je l'ai dit, dès la couverture, bien sûr. Donc vous prenez un exemple parmi des milliers d'autres, on prend Alix, le Sphinx d'or, on sait tout de suite que ça se passe dans l'Antiquité, dès la couverture. Puis on ouvre, on regarde la première page, la première case, vous avez un cartouche qui en général nous donne la date, quelques éléments de contexte, et puis une scène. Là, ici, on voit qu'on est chez les Gaulois, donc pas d'erreur, on sait qu'on est dans l'Antiquité. Donc, comme le costume, le décor, c'est ce qui va permettre de situer visuellement l'intrigue, et donc l'importance d'avoir des accessoires marquants d'une période. Et c'est là aussi, je voudrais attirer votre attention sur ce fait, l'auteur de bande dessinée doit être efficace, il doit capter l'attention du lecteur. Et pour cela, il ne doit pas hésiter à utiliser des stéréotypes, quitte à les détourner, quitte après à les transformer. Mais un temple à colonnade, on sait qu'on est dans l'Antiquité. Un château fort crénelé, on sait qu'on est au Moyen-Âge. Une guillotine, on sait qu'on est sous la Révolution. Alors, on n'est pas obligé de commencer sa BD là-dessus, parce que justement, c'est un petit peu cliché, mais on a énormément, si on regarde les BD historiques qui traitent d'une période, si on regarde les couvertures et si on regarde les premières cases, on voit très rapidement qu'il y a des tics graphiques autour d'objets, de monuments qui entretiennent donc ces stéréotypes. Alors, ce décor, ils sont intéressants à étudier parce qu'ils nous permettent de voir comment les auteurs, quel est le rapport des auteurs avec l'histoire et surtout avec la reconstitution du passé. Alors il y a plusieurs registres. Vous avez d'abord le ou la maniaque de la reconstitution. C'est l'auteur qui est un passionné et qui va se documenter le plus précisément possible sur la période sur laquelle il travaille. Et donc pour lui ou pour elle, il faut que tout soit strictement exact. Le passé qui est reconstitué doit tenir compte de toutes les connaissances actuelles sur cette période du passé. Il y a deux auteurs emblématiques dans ces maniaques du détail, l'un dont j'ai déjà parlé, c'est François Bourgeon, et l'autre c'est Patrice Pellerin. Tous deux passent énormément de temps à se documenter, donc des ouvrages, ils lisent des ouvrages scientifiques, ils vont contacter des spécialistes, ils vont sur Internet et cherchent donc à trouver
donc tous les renseignements permettant de recréer un cadre de vie le plus précis possible. Et donc à quoi on les reconnaît? Souvent on les voit dès la couverture, vous avez énormément d'objets, et l'objet est tout aussi important que le personnage. Donc ici vous avez la petite fille du bois caïman de Bourgeon, c'est la suite des Passagers du vent, et vous avez toute une série d'accessoires qui mangent toute la couverture et qui sont même plus importants que l'héroïne principale. Quand cet album est sorti, avec des collègues nous avions reçu Patrice Pellerin, qui s'apprêtait à sortir cet album de l'Épervier, et qui se moquait un petit peu de son collègue en disant « Ouais, moi je suis maniaque, mais pas autant que Bourgeon, moi je vais pas mettre dans une couverture autant d'objets parce que ça tue le personnage. » Et donc quelques mois après, il sort son volume de l'Épervier, et son album de l'Épervier, donc Couler la Méduse, on a notre personnage, mais qu'est-ce qu'on voit surtout? Des cordages, de navires et de l'architecture navale, parce que c'est la passion de Patrice Pellerin. Donc l'argument avancé et qui à mon avis est porte par Pellerin ou Bourgeon, c'est que le regard du public est beaucoup plus exercé qu'avant. En effet, le public est confronté à une plus grande abondance d'images du passé, des reconstitutions. On le voit dans les documentaires qui passent à la télévision avec des reconstitutions 3D, dans les films de télévision, films de cinéma, avec des consultants historiques et les images de synthèse. Et donc la BD historique doit suivre pour rester crédible et ne pas proposer des décors de pacotille. Et donc c'est un argument pour ces auteurs donc de respecter le public en lui offrant une reconstitution de qualité du passé. Et ça marche, de toute façon. Bourgeon et Pellerin, c'est des auteurs qui ont un très grand succès auprès de leur public. Voilà, un autre exemple, c'est aussi la BD technique. Je vais pas entrer dans les détails. Par exemple, vous avez un avion. L'amateur sait qu'il va y avoir exactement le bon nombre de rivets ici sur cette carlingue d'avion, et il sera content de le voir. Ça peut échapper aux autres, mais ça fait aussi partie de ce que recherchent justement certains amateurs de détails. Alors après, vous avez les réalistes. Les réalistes, ce sont ceux qui sont beaucoup moins maniaques. Ils sont précis dans la reconstitution. Ils font le choix de limiter la recherche documentaire pour privilégier le vécu. Donc ne pas être otage justement de la précision de la reconstitution de tel ou tel objet. Donc leur idée, c'est que leur décor ne doit pas être une brocante avec une accumulation d'objets, mais des décors qui doivent être vivants pour montrer que le lieu est habité. L'idée ici, c'est de donner à voir vraiment un passé habité, un passé vécu. Donc, il s'attarde moins sur l'exactitude, par exemple, des costumes qu'à leur patine. Donc, il va manquer un bouton. On va travailler sur une pièce de tissu qui est rapiécée. Donc les personnages comme ça qui émergent de cette BD apparaissent un petit peu plus vivants. Je vous donne par exemple le Giacomo C, célèbre BD de Glénat, donc de Dufaux et Griffo, qui se passe dans la Venise du XVIIIe siècle. Donc scène d'imprimerie. L'auteur se documente, vous voyez, il a repris une des planches imprimerie de l'encyclopédie, mais il n'a pas surchargé son décor de détails. On a un intérieur d'imprimeur qui est crédible, mais après, pour tout ce qui est habillement, accessoires, on se limite au minimum pour ne pas surcharger la case. Donc, l'idée, c'est de ne surtout pas figer les personnages dans leur époque, mais essayer de les rapprocher de nous, dans leur quotidien. On va mettre par exemple du linge à la fenêtre. Après, vous avez ceux qui se documentent peu, qui font appel à leur imagination. Seule l'intrigue va compter. Alors, je parle pas je voulais montrer, je vais rattacher. On en reparlera. C'est pour ça, Florent et Youn, moi je les rattacherai plutôt. Ils seront peut-être pas d'accord, mais à cette école plutôt réaliste, du détail, mais pas trop pour laisser les personnages un petit peu vivants. Donc vous avez ceux qui vont inventer. Là, j'ai oublié de mettre la couverture, c'est les Chevaliers d'Héliopolis. Une BD, c'est donc scénarisé par Jodorowsky et dessiné par Jérémy, je crois, qui dessine. Bon. Désolé, j'ai oublié la couverture, mais on voit une reconstitution un petit peu de Versailles qui est totalement sortie de l'imaginaire de l'auteur. Il nous rajoute une espèce de candélabre un peu gothique au milieu. Ça n'existe pas, ça sort de son imaginaire. Tout simplement, le but, c'est de créer une atmosphère. C'est l'intrigue qui compte.
la reconstitution historique, il s'en fiche, c'est pas important pour lui, c'est pas ce qui va compter dans sa BD, surtout ici une BD un petit peu fantastique. Vous avez aussi l'abstraction, c'est-à-dire on va, par exemple, une excellente bande dessinée, une excellente adaptation de l'histoire de ma fuite de Casanova par Giacomo Nanni, donc qui raconte une expérience d'enfermement, et donc pour rendre sensible cette expérience d'enfermement, il va effacer les détails. Ce qui va compter, c'est l'oppression, qui donc avec simplement des barreaux et des trames de fond qui vont petit à petit engloutir le personnage. Le décor, ici, il n'est pas utile dans le sens de la précision documentaire, c'est une impression qui doit se dégager de cet ensemble. Et puis vous avez ceux qui jouent sur les stéréotypes, c'est-à-dire on y va gaiement ici dans la surenchère. On ne cherche absolument pas la réalité ou un essai de reconstitution précis. On joue au contraire sur les stéréotypes. Je prends l'exemple, par exemple, des Lumières de la France de Johann Sfar. Johann Sfar qui disait, c'est un petit peu comme une boîte de bonbons. Il faut qu'il y ait des couleurs et c'est une façon de dénoncer justement cet esprit des Lumières, mais aussi parler de notre époque, où on vit un petit peu dans le luxe, dans un monde tout rose. Et on lit les misères du monde à travers cela. Vous avez enfin alors comment les qualifier, qu'on appelle les récupérateurs, ceux qui vont récupérer des images anciennes, des gravures, des peintures, et les intégrer, grâce à l'ordinateur, dans leur bande dessinée. Un exemple d'une BD récente, c'est Les damnés de la commune de Raphaël Messan, qui, alors là, le système est poussé jusqu'au bout de sa logique. C'est une bande dessinée qui est uniquement constituée de gravures anciennes, de gravures du 19e siècle, parues dans la presse ou dans des histoires de la commune. Et donc, il va nous faire le récit de la commune en découpant, en reprenant, en élargissant la perspective ou au contraire en se rapprochant. Et donc, il va donner vie à ces gravures un petit peu figées en leur ajoutant, bien sûr, aussi des phylactères. Alors ça, c'est le stade ultime, mais vous avez d'autres façons de faire. Je vais citer l'album qui a obtenu cette année le prix Cheverny de la bande dessinée historique, Les voyages en Égypte et en Nubie de Giambattista Belzoni, donc de Jarry, Castel et Augereau. Et donc dans album dans lequel vous le voyez, donc vous avez des cases qui sont dessinées, et puis on va incruster dans quelques-unes des gravures d'époque qui sont tirées de ces éditions de voyages en Égypte. Alors c'est pas forcément celle de Belzoni, vous avez énormément d'artistes qui vont en Égypte à cette époque, qui ramènent des dessins, et donc ces dessins vont être incrustés dans la bande dessinée pour lui donner cette petite touche de 19e, ça nous rapproche, ici le récit dessiné se rapproche de la structure matérielle des récits de voyage tels qu'ils étaient publiés au début du 19e siècle, avec leurs illustrations gravées. Alors, pour terminer, servir un petit peu de transition avec la visite qui va suivre, je vais juste développer très rapidement les usages d'un décor historique, le cas de la conciergerie. Alors j'ai pas recensé toutes les apparitions de la conciergerie en bande dessinée, j'en ai fait quelques-unes. Bon, pour dire les choses clairement, le Palais de la Cité, il apparaît assez peu dans la bande dessinée parlant de la période médiévale. La conciergerie, c'est surtout la Révolution. Donc, dans beaucoup de BD qui parlent de la Révolution, on va voir apparaître la conciergerie. La conciergerie sous la Révolution, c'est un bâtiment sur lequel on a relativement peu d'informations sur l'aménagement intérieur. On a quelques dessins. Le plus célèbre, c'est cette gravure qui représente un petit peu la façade ici sur la Seine. Vous reconnaissez les lieux, sauf donc les deux tours, la grande tour de l'horloge, la Sainte-Chapelle à l'arrière. Mais vous voyez ici, tout a été modifié au XIXe siècle. Donc ce lieu emblématique, il fait partie du décor des histoires qui se passent pendant la Révolution, et notamment quand on parle d'une figure historique auquel énormément de bandes dessinées ont été consacrées et continuent d'être consacrées. C'est un flot ininterrompu depuis les années 50. C'est la reine Marie-Antoinette. Et donc quand on parle de Marie-Antoinette, il y a deux lieux qui sont immédiatement utilisés par les auteurs parce qu'ils vont en fait de façon très efficace résumer sa vie. Le château de Versailles, le temps de la grandeur, et la conciergerie, le temps du malheur.
Et donc ici, vous avez cette bande dessinée cette réédition d'une bande dessinée de Pierre Brochard et Guillaume Paille, Marie-Antoinette, de l'or à la pourpre. Et donc vous avez la reine dans son habit de cour, et à l'arrière-plan, on retrouve la conciergerie. Donc cette conciergerie, elle apparaît, vous le voyez, au détour d'une case, quand on veut évoquer la captivité de Marie-Antoinette. Donc, que ce soit dans une BD sur la Révolution en général, vous voyez ici plutôt une biographie de Robespierre, ou ici une bande dessinée spécifiquement consacrée à Marie-Antoinette, on fait surgir la silhouette de la conciergerie pour signifier la captivité de la reine. Donc ici, vous voyez des dessins qui s'inspirent de la gravure précédente, c'est-à-dire la conciergerie telle qu'elle était en 1789. Mais on peut aussi représenter, ici 2 exemples, la conciergerie telle qu'elle est actuellement, c'est-à-dire sa façade du XIXe siècle, donc de l'époque de Louis-Philippe. Donc c'est un anachronisme, mais pour le dessinateur, soit il n'a pas voulu s'embarrasser de détails et creuser un petit peu la question, soit aussi tout simplement, c'est que dans l'imaginaire actuel, quand on parle de la conciergerie, c'est cette façade qu'on a à l'esprit. Donc représenter cette façade, c'est peut-être faux, mais c'est aussi efficace. On repère tout de suite les lieux. Parler de la conciergerie, ça permet aussi de mesurer toute l'influence encore de la peinture d'histoire du XIXe siècle. Cette peinture d'histoire du XIXe siècle, elle a été très largement diffusée dès le XIXe siècle par la gravure, et elle a été reprise ensuite dans les manuels, et aujourd'hui il est très facile de la retrouver sur Internet. Et donc cette peinture d'histoire du XIXe siècle, elle nous donne des scènes vivantes, des détails architecturaux et des perspectives qui peuvent être tout à fait réutilisées en bande dessinée. Et dans la bande dessinée historique, on retrouve énormément de réemploi de la peinture d'histoire du XIXe siècle. Je vous donne un exemple, ici c'est la célèbre tableau de Georges Quint, Marie-Antoinette sortant de la conciergerie, donc qui est récupéré quasiment tel quel par Ryoko Ikeda, ou ici dans une autre scène qui ne parle pas de Marie-Antoinette, dans un album sur la Révolution. Ou ici donc dans le Petit miracle de Valérie Mangin et Griffo, vous avez un combo. Vous avez le tableau de Georges Quint qui est repris ici, et puis l'appel des condamnés à la prison Saint-Lazare. Bon, on n'est pas à la conciergerie, mais ça fera bien pour faire la conciergerie pour les auteurs, parce que ça marche, c'est efficace. On peut récupérer aussi des aménagements du musée. Je pense par exemple à ces salles qui existaient à la conciergerie avec des mannequins, notamment la prison de Marie-Antoinette, qui a été avec le fameux paravent et le garde qui est derrière le paravent, qui a été repris dans plusieurs bandes dessinées, parce que voilà, c'est une espèce de gage d'authenticité, et puis ça fait écho à un dispositif muséal qui est toujours, qui ne l'est plus, mais qui a été longtemps visible et qui était un petit peu la marque de la conciergerie. L'autre cas de figure, c'est réinventer quelque chose sur lequel on n'a pas de renseignements. C'est le parti pris de René Follet dans son album Terreur, scénarisé par Duchâteau, donc qui est une biographie de Madame Tussaud, la sculptrice sur cire. Et donc Madame Tussaud a été enfermée à la conciergerie. Donc plusieurs planches sont consacrées à cette captivité d'après les mémoires. Mais donc notre auteur, notre dessinateur va reconstituer cette captivité tout simplement en utilisant des objets du 19e siècle, mais il va inventer quelque chose de probable, un environnement possible qu'il essaye de faire le plus réaliste possible, mais ça ne correspond à aucun aménagement qu'on connaît actuellement de la prison. Et puis vous avez l'imagination totale. J'ai tué Marat, de Laurent-Frédéric Bollé et Olivier Martin. Donc au début, ça se passe à la conciergerie, et donc quand ça raconte l'assassinat de Marat par Charlotte Corday, et donc quand Charlotte Corday sort de la conciergerie, qu'est-ce qu'on voit? Une espèce de château fort médiéval qui n'a strictement rien à voir. Vous voyez ici en bas, c'est censé être les lieux où nous sommes, enfin la sortie des lieux où nous sommes. Donc on est dans l'imaginaire. Mais et je terminerai là-dessus, ce décor, il n'est peut-être pas utile. Ici, c'est la biographie de Madame Elisabeth, parue chez Artege en 2019. Je me suis trompé sur la date, c'est de 2019. Et donc, ici, vous avez la captivité de Madame Elisabeth. Ce qui intéresse l'autrice, et le dessinateur, c'est le dialogue, et le décor n'a strictement aucune importance.
Ce qui est important ici, c'est l'échange. Et donc, le but aussi de la BD, c'est de donner une espèce de caractère intemporel. C'est une BD hagiographique, catholique. Donc, à l'exemple de Madame Elisabeth, qui est un exemple de vertu religieuse. Donc, le décor ici n'a aucune nécessité scénaristique. Alors, pour conclure, en quelques mots, la BD, est-ce que c'est un outil d'histoire comme un autre ? Je dirais oui, qui peut être utilisé en classe, mais ce n'est pas une solution, et ça je pense qu'on en est tous conscients, c'est pas une solution de facilité. C'est un art à part entière, comme le 7e art, comme le cinéma. Il y a des codes à apprendre, et apprendre à lire une BD, ça nécessite un accompagnement. C'est pas inné, mais je pense que c'est un médium qui est extrêmement riche. D'abord, il permet d'engager une réflexion sur l'image, sur la variété des points de vue autour d'un événement, la reconstitution, bien évidemment, d'un environnement disparu pour comprendre un dispositif architectural ou les usages d'un lieu. Une séquence de BD peut être intéressante pour ça, mais aussi questionner la reconstitution elle-même. La bande dessinée, et c'est en ça qu'elle est intéressante, elle donne à voir des gestes et un environnement du quotidien qui souvent échappe à la source. Et donc elle permet d'entraîner l'élève vers une réflexion sur justement la vérité historique. Celle-ci est toujours illusoire, il y a toujours une part d'ignorance sur le passé, et donc une part d'ignorance que l'on surmonte par des simulacres vraisemblables permettant de donner sens à l'ensemble. Et donc le dessin fait partie de ces simulacres et permet d'interroger un vécu disparu. Donc l'idéal, bien évidemment, c'est de comparer, et je voudrais terminer en vous invitant à comparer différentes BD entre elles, d'où l'importance des corpus des BD consacrés à un même événement, à une même période, pour montrer comment des artistes des scénaristes vont utiliser donc des procédés différents, parce qu'ils poursuivent des objectifs bien précis, une BD militante, une BD, une commande, je sais pas, patrimoniale, un musée qui peut avoir commande de donner un cahier des charges, et donc tout cela peut donner lieu à des mises en scène de l'histoire complètement différentes. Je vous remercie. Merci d'avoir écouté cette émission. Je vous rappelle que vous retrouvez le diaporama et la bibliographie qui accompagnent la conférence de Paul Choplin sur le site parolehistoire.fr. Rendez-vous demain pour la suite de ces rencontres BD et Histoire à la Conciergerie avec les auteurs Florent Groisel et Youn Locard pour leur livre Révolution. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur iTunes, Google Podcast, etc., ce qui permet de le rendre plus visible. Vous pouvez aussi soutenir les coûts de production et d'hébergement internet du podcast à travers le lien PayPal qui se trouve sur le site Parole d'Histoire. Merci et à demain.